Bonjour les amis et plumophiles évidemment. Alors plumophile, petite contraction de La Plume du Temps, c'est-à-dire le site internet, ce qui est indiqué sur le panneau qui est derrière moi, www.laplumedutemps, qui est également le nom de cette chaîne. Alors qu'allons-nous voir sur cette première étude, première vidéo, qui quelque part sera un peu un anniversaire? Eh bien, tout simplement, nous allons examiner le climat de la France et autour de la France. On va descendre un peu jusqu'au Maghreb. De l'hiver 1076-1077, et nous allons revenir jusqu'à notre époque, jusqu'en 2025-2024. Ce qui représente environ 950 années, 9,5 siècles, ce qui n'est jamais que 32 générations. Pourquoi 32 générations? Tout simplement, si l'on admet qu'une génération administrative représente 32-33 années, on va arrondir à 30, eh bien si on divise nos 950 années en gros par 30, eh bien ça nous fait 32 générations seulement. Alors, c'est à la fois loin et pas loin, parce que représente en gros 10 siècles, 9 siècles et demi, j'allais dire pas grand-chose, mais c'est quand même très intéressant lorsque l'on veut examiner le climat. À ce propos d'ailleurs, si nous nous reportons cette fois au début du XXe siècle, nous sommes à 125 années. 125 années divisé par 30, ça nous fait en gros 4 générations, ce qui veut dire que il y a les générations actuelles, pardon. Je souhaite que beaucoup connaissent toujours leurs parents, bien sûr, leurs grands-parents aussi, leurs arrière-grands-parents, c'est déjà plus aléatoire, malheureusement. Ça veut dire qu'il faut relativiser le temps, les temps passés, et ne pas commettre l'erreur de juger ces temps passés avec nos yeux d'aujourd'hui. Ce qui ne veut rien dire. Sinon, on va en déduire ce que malheureusement on voit trop souvent, que c'était une époque d'arriérés, de sauvages, de je ne sais quoi, ce qui est complètement faux. Le Moyen-Âge était déjà, en France en tout cas, enfin, pour ce qui était la France à cette époque-là, était déjà très organisé et déjà en voie de structuration beaucoup plus avancée que ce que l'on peut penser. Voilà, donc ça c'est pour, je dirais, l'introduction, et rappelez-vous que ces vidéos, c'est-à-dire ces études, toutes d'ailleurs, sont en accès gratuit sur le site. Elles sont beaucoup plus complètes que ce que l'on peut présenter à la caméra, bien entendu, que ce soit au point de vue texte, mais également au point de vue iconographie, photos, cartes, schémas, etc. Voilà. Alors reportons-nous maintenant à notre hiver 1077-1078, et que lit-on? Alors je suis obligé de lire un petit peu, parce que j'ai qu'une petite tête. Le Rhin et le lac de Constance sont pris par les glaces de la Saint-Martin, qui est le 11 novembre, jusqu'à la fin mars, c'est-à-dire 6 mois. Cette année fut si étrangement froide que la plupart des arbres, des vignes et des fruitiers moururent, que les semences en furent intéressées et que la terre devint stérile pour les quelques années suivantes. J'aime bien ces tournures de vieux français, c'est absolument génial. Et plutôt que notre franglais, notre franc américain ou franc je sais pas quoi là, eh bien, si on pouvait retourner un petit peu dans du vrai François, ça serait génial. D'ailleurs, il y a peut-être des associations à monter pour reparler vieux François. Ça existe peut-être, hein, j'en sais rien. Donc, nous retrouvons à travers les différentes époques, les différents éléments que je vais vous transmettre, énormément d'informations sociologiques sur la vie de cette époque. Et au-delà de passer très rapidement sur un phénomène, il a fait froid, il a fait chaud, etc., il faut s'interroger. C'est ce que permet d'ailleurs les textes que vous retrouverez sur le site internet www.laplumedutemps. C'est en accès gratuit, je le répète, sous réserve d'avoir validé les conditions générales. Alors je ne dis pas conditions générales de vente, puisqu'il n'y a pas de vente, mais quand même.
Bon, ça, je l'avais expliqué dans la vidéo de présentation qui précède celle-ci. Alors, ça veut dire que les arbres et les vignes et les fruitiers moururent, que les semences en furent intéressées, etc. Donc, dans une société qui est essentiellement agricole, on voit tout de suite les conséquences que ça peut avoir. Ça, c'est évidemment très important. On peut considérer que jusqu'à l'hiver 1115, ça va représenter plus de 3 siècles de froid. Alors, lorsqu'on dit 3 siècles de froid ou 3 siècles de chaleur, ça veut dire de périodes plus ou moins longue de forte froidure, de forte chaleur. Petit arrêt sur image, d'où viennent tous ces éléments? Eh bien de plusieurs sources. L'une qui provient d'un document ancien de Météo France qui date de 1946 et qui remonte jusqu'à cette époque-là à peu près, et qui s'appelle le Mémorial de la météorologie nationale, document très très intéressant. J'ai vu qu'il y en avait encore quelques-uns qui circulaient. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais également d'autres documents que j'ai pu récupérer, par exemple dans les bibliothèques d'Emmaüs, dans les farfouilles que l'on m'a apportées, etc. Et on s'aperçoit que, en fait, si l'on collationne tous ces éléments, on retombe un peu sur, plus ou moins écrit différemment, sur le mémorial de la météorologie nationale. Mais il y a également les deux documents que je vous avais présentés dans la vidéo de présentation de la chaîne, c'est-à-dire les cahiers de Paul Mancier, les cahiers de René Clergeau, où on trouve aussi là beaucoup d'éléments météo, d'autres documents dont je ne vous ai pas parlé, qui sont relatifs à la période de ce qu'on a appelé la pacification du Maroc, en gros entre 1920 et 1930-35, où les troupes, de très nombreuses troupes françaises au Maroc. Et là aussi, on a beaucoup d'éléments, et on voit que tout ça, eh bien, se tient à peu près au niveau du narratif. Donc, on peut considérer que jusqu'à l'hiver 1115, on a plus de 3 siècles de froid, de tendance au froid. Je ne donne pas de température, et on verra après pourquoi. En 1315-1316, un hiver très dur de début décembre jusqu'à Pâques 1316, c'est-à-dire pendant 5 mois. C'est pas rien quand même, hein, 5 mois, c'est une valeur que l'on retrouve fréquemment, ça, 5 mois, 6 mois, 7 mois, on verra même des 9 mois en Bretagne, 9 mois de sécheresse. Famine générale en France, en Allemagne et en Angleterre, avec toutes les conséquences que ça peut avoir évidemment. On était, alors ça devient assez terrible, hein. On était obligé, dit-on dans l'histoire d'Angleterre, de cacher les enfants avec un soin extrême si on ne voulait pas être les exposer à être dérobés pour servir d'aliment aux larrons. C'est-à-dire que nous sommes carrément là dans une période d'anthropophagie. On voit jusqu'où ça peut aller, c'est terrible quand même, hein. 1407-1408, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'hiver l'un des plus rudes du Moyen-Âge. 1407, c'est le XVe siècle. Hein. Ça entraîne la destruction d'un nombre considérable d'arbres fruitiers et de vignes, durée environ 5 mois. Alors je rappelle qu'à cette époque-là, les vignes remontaient, il y a eu beaucoup de vignes autour de Paris, mais je suis moi-même originaire 50 km au sud de Paris, mes grands-parents avaient des vignes, beaucoup de gens qui avaient des vignes, c'était loin d'être le vignoble était loin d'être négligeable. Alors, durée environ 5 mois, on lit dans les registres du Parlement, la Saint-Martin dernière passée, il y eut une telle froidure que nul ne pouvait besogner. Encore une tournure que j'aime beaucoup. Alors, le greffier, même bien qu'il eût près de lui du feu, eh bien, ne pouvait pas écrire, évidemment, puisque l'encre gelait dans son cornet. Bon, imaginons un instant que dans ce studio, eh bien, nous ayons moins 15 ou moins 20. Bon, déjà, je ne serai pas là, ou alors fortement couvert, mais ça veut dire aussi que l'imprimante jet d'encre, par exemple, je ne pense pas qu'elle puisse fonctionner. Enfin, donc ça a des tas de conséquences. À l'époque, bon, c'était peut-être embêtant, mais c'était comme ça, et bien on attendait le dégel. Toutes les rivières étaient gelées et les voitures passaient sur l'île de Sein dans Paris. L'île de Sein. Passait sur celle de Sein, la Seine. On y souffrait d'une grande nécessité de bois et de pain. Et oui, on se chauffait énormément au bois. Hein.
tous les moulins de la rivière étant arrêtés, et l'on serait mort de faim dans la ville sans quelques farines qui y furent apportées des pays voisins. Très important, ça montre que, eh bien, il y avait quand même une grande coopération avec les pays voisins. Ensuite, lorsqu'on parle de pays, il faut bien se replacer que la France de l'époque n'était pas la France dans ses frontières d'aujourd'hui. Bon, il y avait une grande partie quand même qui était, j'allais dire, bien dessinée, mais on avait encore des comtés, etc. Il faut se rappeler que le rattachement de la Savoie et de la Bresse date du plébiscite de 1860. C'est quand même pas si loin que ça, hein. 70 jours de très forte gelée à Paris, le dimanche après l'Épiphanie, qui est le 5 janvier, les gens allaient riber et chouler en traversant la Seine d'un côté et de l'autre. Alors riber, ça veut dire partir en goguette, aller voir les amis, faire la fête, etc. Chouler, certains voient l'ancêtre du jeu de choule, c'est-à-dire une balle constituée de chiffon ou de cuir, et puis qu'on se lançait, etc. Voilà. En 1420, une année très chaude en Lorraine, les raisins sont mûrs le 18 juin. Le 18 juin, les raisins sont mûrs en Lorraine. Je n'ai pas dit en Alsace, j'ai dit en Lorraine. Le 22 juillet, on boit le vin nouveau. Alors là, encore, petit arrêt sur image, le vin nouveau. Vin nouveau, on voit que le mot nouveau n'est pas nouveau, pas que le Beaujolais. On retrouve d'ailleurs le mot nouveau dans des actes de commerce très anciens. Donc, qu'à dire, les anciens avaient déjà cette notion, et le commerce est quelque chose, je dirais, d'ancestral, hein, de vivant. 1473, 1476 à 79, toutes ces 6 années, une chaleur extraordinaire, terrible et intolérable. La sécheresse de 1473 dura plusieurs mois et, suivant les historiens, s'étendit à toute la France. Alors là, vraisemblablement, donc, c'est la conséquence d'explosions, d'éruptions volcaniques très puissantes qui ont projeté des quantités de cendres très importantes dans l'atmosphère et la haute atmosphère, et constitué un peu une coque minute autour du globe. Jusqu'à 1483, nous avons 46 années très chaudes, donc à tendance très chaude. En 1507-1508, alors là, les Marseillais vont être très contents. 3 pieds de neige à Marseille, ce qui fait à peu près 90 cm. Je suis persuadé que les Marseillais seraient très heureux d'avoir presque 1 mètre de neige pendant 15 jours, 3 semaines sur le Prado ou ailleurs, dans Marseille et autres. Imaginons un peu les conséquences. En 1556, dans le Vendômois, la région de Vendôme, la terre ne fut point trempée de Pâques jusqu'à la Toussaint, c'est-à-dire pendant 6 mois. Idem de mars à novembre dans la Loire, d'avril à octobre dans le Cher, c'est-à-dire pendant 7 mois. Nous sommes dans le centre. Région, souvent très sèche. Ça représente 11 années de forte chaleur. En 1676, aucune pluie ne tombe dans la Haute-Marne entre le 15 février et le début novembre, c'est-à-dire pendant 8 mois, simplement. Donc dans une société essentiellement agricole, bien sûr. 39 années de sécheresse. 1683-1687, nous sommes au XVIIe siècle, donc pas très loin de notre époque. Le long des côtes d'Angleterre, de Hollande et de France, la mer fut gelée sur une étendue de plusieurs milles. 1 mille, 1852 mètres, si imaginons qu'il y ait 5000, ça fait un peu plus de 9 km. 9 km de glace sur la mer. Avec les vagues, ce qui fait des choses assez extraordinaires et très hautes. Imaginons aussi le temps qu'il faudra pour faire fondre ça. Sachant que la mer ne gèle pas à 0 degré, il y a en gros 40 grammes par litre, 40 grammes de sel par litre, il faut déjà descendre bas. Alors là, terrible aussi, le tiers des habitants des campagnes voisines de Tours mourut de faim au cours de cet hiver. Alors on a par exemple en Angleterre des phénomènes d'anthropophagie, et là, un tiers des habitants de Tours meurent de faim, disparaissent. C'est pas la seule fois d'ailleurs. À Paris, il ne tombe que 391 mm d'eau en 1691. Nous sommes entre 2 et 3 fois moins qu'au Sahel.
1717 à 1719, dans le centre, pas de pluie du 25 mars au 1er novembre, pendant 7 mois. Dans le centre, à nouveau. Hein. D'ailleurs, le Berry, Sologne, etc. Jusqu'à la Loire, Vendômois. On peut écrire que dans la région parisienne, il avait... Ah oui, aussi. Gelé en 1740, donc nous sommes un peu après, pendant tous les mois de l'année. Alors, ça veut dire que une année, c'est 8760 heures, il n'a pas gelé pendant 8760 heures. Ça veut dire que tous les jours, il y avait de la gelée. Ah, donc, même au mois de juillet, au mois d'août, alors il est vrai que j'ai eu l'occasion de voir, même en région parisienne, dans les années 60-62, des 14 juillet où l'on tirait le feu d'artifice et nous avions tous des gros pulls sur le dos, bien sûr. J'ai d'ailleurs une petite anecdote beaucoup plus près de nous, là c'était à Bruxelles dans les années 98, par là, ou 99, où je rencontrais une personne originaire de l'Oural, c'est-à-dire de Russie, et je peux vous dire qu'en ce mois de juillet, il faisait pas chaud. Je suis désolé amis belges, mais oui, il y a des fois en Belgique que je connais très bien, eh bien, il fait pas très chaud. Il y avait un bon petit vent du nord, je peux vous assurer que j'étais très très bien couvert, mais que cette personne eh bien, avait, comme moi, avec un pull, bon, et puis ça s'arrêtait là, il n'y avait même pas de gants. Adaptation évidemment de l'être humain au milieu dans lequel il vit. Alors en 1731, une date très importante, ce n'est pas l'invention du thermomètre par René-Antoine Ferchaud de Réaumur, mais la définition ou l'invention, si on peut dire, de l'échelle du thermomètre. Alors que dit l'ami Antoine Ferchaud de Réaumur? Eh bien, il part de la congélation de l'eau à 0 degré, mais il s'arrête à 80 degrés, qui est l'ébullition de l'alcool éthylique, c'est-à-dire de l'alcool de vin, l'esprit de vin. Ne pas confondre avec l'alcool méthylique, l'alcool de bois, qui est très dangereux pour la santé. Hein. Donc ça veut dire qu'à partir de cette date-là, ou le temps que ça se mette en place, eh bien nous n'aurons plus de constats suggestifs ou par rapport à d'autres choses, ou par rapport à la taille de l'être humain, ou, enfin, etc., etc., nous aurons quelque chose de beaucoup plus formel, de beaucoup plus structuré, et on va pouvoir, dans les années et les décennies qui suivent, eh bien, pouvoir faire des cartographies du pays et environ des statistiques sur une base commune, qui sera essentiellement le 0 degré congélation de l'eau. Ça, c'est évidemment fondamental, puisque nous vivons toujours dans l'échelle Réaumur, sauf que depuis, on l'a porté jusqu'à l'ébullition de l'eau à pression atmosphérique standard, qui est donc 100 degrés, donc 0 à 100 degrés. Alors, 1757 à 1785, et en 1772, donc à peu près au milieu, en Bretagne, aucune pluie entre la Toussaint 1er novembre et la Sainte-Madeleine, en 1785 et le 22 juillet, soit pratiquement 9 mois, une sécheresse de 28 années, c'est-à-dire une période à tendance sèche pendant 28 années. 1783-84, à Paris, on enregistre 69 jours consécutifs de gelée. La terre fut gelée jusqu'à 65 cm de profondeur. Là également, petit arrêt sur image. Pourquoi ? Les plus anciens se souviennent qu'autour de Paris, il y avait autrefois des maréchages. Bon, aujourd'hui, il y a des immeubles à la place, il y a Évry, etc., etc. Ce qui veut dire qu'au début du XXe siècle, 1900-1905, Paris était autonome au point de vue nourriture à 95%. Aujourd'hui, il est autonome, comme beaucoup de grandes villes, à 5%. Ce qui veut dire que ces grandes villes ne vivent que grâce au ravitaillement, et si on considère la France, c'est en gros 10% par le train, pas plus, hein, et 90% par les camions. Si vous avez 20-30 cm de neige sur les autoroutes et une grande période de froid, par exemple moins 20, enfin j'imagine, hein, pendant 15 jours, 3 semaines, peut-être plus, je laisse à chacun le soin d'imaginer ce que ça va donner.
Voilà, donc ce qui veut dire que notre société technologique, technique, tout ce qu'on veut, nous a mis à l'abri effectivement d'un certain nombre de choses, mais quelque part, elle est aussi beaucoup plus vulnérable. Et si, comme nous le verrons dans les dernières vidéos, puisque sur le climat, puisqu'au total il y en a 9, eh bien, il y a effectivement un réchauffement de l'atmosphère terrestre depuis un certain nombre de décennies, enfin qui s'accélère un peu d'ailleurs, ça préjuge pas de l'avenir. Hein. Donc une tendance à la sécheresse de 28 années. 1783 à 84, à Paris, on enregistre 69 jours, donc je viens de le dire, on vient de parler des maraîchages. 14 mai 1788, alors nous sommes un an, en gros, avant la prise de la Bastille, c'est-à-dire de la Révolution française, et ça c'est très intéressant, encore un phénomène sociologique. Le conseil de la ville de Montauban, pardon, nous sommes dans le Midi, décide d'écrire à l'évêque pour lui demander d'ordonner des prières publiques. Ah, ça surprend un peu, parce que on est déjà dans une période pré-révolutionnaire, et là, on voit le conseil de la ville de Montauban qui écrit à l'évêque. Alors, ça me rappelle ce que disait Coluche, avec le bon Dieu, on ne connaît pas l'au-delà, enfin, en gros, hein, vaut mieux être bien. Afin d'obtenir du ciel la cessation de l'affreuse sécheresse qui règne depuis longtemps et expose les fruits de la terre au plus grand danger. Nous sommes dans le Midi, c'est-à-dire les vignobles du Midi, ça veut dire les arbres fruitiers, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, voilà, comme j'ai dit, on peut être révolutionnaire, mais bon, jusqu'à une certaine limite hein, quand même. Et nous allons voir la suite, qui n'est pas triste non plus. 1790, nous sommes un an après la prise de la Bastille, donc en pleine révolution. L'été et l'automne sont tellement secs que le vin est-il d'une cherté horrible. Et là, alors là, ça devient, j'allais dire, intéressant. Sans doute par une attention de la Providence qui, par cette privation, à cause de la sécheresse, a arrêté et empêché une partie des excès et des atrocités auxquels se seraient portées les têtes déjà exaltées par un patriotisme mal entendu, si cette effervescence de l'esprit ne fut jointe à la frénésie bachique, c'est-à-dire à l'alcoolisme, à l'alcoolémie. C'est terrible, quand on connaît le bilan de la Révolution française, enfin qu'on peut l'apprécier jusqu'à on pourrait dire, c'était les suites, hein, mais jusqu'à la fin de Napoléon en 1815, ça fait froid dans le dos. C'est en gros entre 12 et 14% de la population qui a été exterminée d'une manière ou d'une autre, y compris par maladie, hein, bien sûr. 1793, à Paris, il ne tombe que 331 mm d'eau durant toute l'année. Nous sommes là, en gros, nous aurons l'occasion de le voir plus tard, 3 fois en dessous de ce qui peut tomber dans un pays comme le Burkina Faso, le Niger ou par là. 1842, 1842, donc le 18 août. Et là, c'est très intéressant puisqu'on va commencer à avoir des valeurs assez précises des températures, grâce à la mire et au mur. 37 degrés 2 à Paris, où il ne tombe que 393 mm d'eau durant toute l'année. Donc 37,2. Plusieurs décennies de sécheresse. En 1890-91, brusque chute de température à Paris, de plus 10 degrés 5 le 24 novembre à moins 15 dès le 28. C'est-à-dire qu'on a 24 degrés et demi en 4 jours. Je vous expliquerai un peu plus tard que c'est pas anormal, on le vit toujours plus ou moins. L'air chaud et l'air froid ne se mélangent, plus froid hein, bien sûr, ne se mélangent pas facilement. Il y a des raisons pour ça, on verra, on aura l'occasion de le voir. Dans le nord de la France, la couche de gelée atteint 90 cm de profondeur. Les conséquences, évidemment, nous sommes quand même au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, 1890-1891, c'est quand même très près de nous. Et on ne dégèle pas 90 cm de gelée comme ça. Il faut peut-être 2 ans, 3 ans, bien sûr. La neige tomba abondamment. En Algérie, on enregistre moins 13 à Sétif. Alors, autre petit arrêt sur image, bien entendu. On sait très bien que, par exemple, 1 mètre de neige à Alger, ça s'est déjà vu plus d'une fois, y compris au Maroc.
y compris, il peut neiger au Sahara, bien entendu, y compris sur le Liban, sur Israël, l'Israël d'aujourd'hui. Tout ça, c'est pas extraordinaire, hein. Alors, forte gelée quasiment tout le mois de janvier, moins 21 à Lyon, moins 26 à Chaumont et Limoges, enfin, etc. Où la terre fut gelée, oui, alors on revient dans toutes ces régions, 90 cm de profondeur, c'est énorme. Et là, ça devient très intéressant. 1923, on trouve 43 degrés à Castres, nous sommes dans le Midi, 44 degrés 2 à Toulouse, idem en 1892. Petit arrêt sur l'image encore. L'année dernière, alors il paraît que nous avons eu des pointes de chaleur terribles, 38 degrés, 39 degrés, je ne sais plus où exactement, et on voyait sur les cartes météo qu'on nous présentait dans les grands médias, rouge, voire pourpre. Et comme là, encore, aurait pu dire l'ami Coluche, s'il y avait au-delà de pourpre, je crois qu'on l'aurait fait. C'est un peu regrettable parce que ça, c'est accrocher le lecteur, accrocher le client, l'auditeur, mais c'est perdre la crédibilité. Il faut quand même pas trop s'éloigner de choses réelles et tangibles. Et voilà. Bon, c'est un petit aparté. En 1938-39, donc juste avant la guerre, hiver aux températures nettement supérieures à la normale, très forte variation de température à Lyon, qui passe de plus 10 degrés le 12 décembre à moins 25 le 22, c'est-à-dire 35 degrés en 10 jours. Bon, je connais particulièrement bien Lyon. J'ai habité 20 ans pas loin, 25 ans pas loin. Les températures de Dijon et de Nancy, alors en 39-40, un an après, passent respectivement de moins 2 à moins 20 degrés 3 en 24 heures. 18 degrés d'écart en 24 heures. Alors, bon, quittons un petit peu maintenant ces périodes, et puis revenons un petit peu donc plus près de nous, c'est-à-dire avec la connaissance que beaucoup de ceux qui m'écoutent peuvent conserver. L'hiver 56, que j'ai bien vécu, puisque mes parents, nous habitions à 50 km au sud de Paris. L'hiver 56, nous sommes descendus à moins 20, moins 25 pendant au moins 15 jours. Donc c'est quand même assez long, hein. J'ai connu, j'étais au lycée à Corbeil-Essonnes à ce moment-là, et j'ai connu la Seine gelée pendant au moins une huitaine de jours. Ça veut dire aussi que les trains à vapeur à l'époque avaient des problèmes pour circuler. Ben oui, les machines, il fallait les laisser chauffer toute la nuit, sinon l'eau gelait. La sécheresse de 1976, qui débuta en mars jusqu'à quasiment fin août, début septembre, 5,5 mois. On retrouve un peu ces 5 mois, 6 mois. L'hiver 1984-1985, soit moins 27 dans l'Est lyonnais. J'y habitais à ce moment-là. Le soir, j'allais promener le chien, un shih tzu pour les amateurs, adorable. Alors lui, évidemment, il était très heureux, parce que c'est un chien de l'Himalaya par là. Et moi, en fait, j'avais un bon pull sur le dos, c'est tout. Nous étions sans doute vers 20-25% d'hygrométrie, pleine lune, pas de vent. On n'avait pas spécialement froid, mais bon, le froid existait, le thermomètre ne mentait pas, hein. Les chutes de neige de l'hiver 90-91, j'étais toujours dans cette même région. Une quarantaine de hangars effondrés par le poids de la neige, puisqu'il y avait 1 mètre, donc surtout au moment de la fonte. Et je me souviens très bien, donc à 50 km à l'est de Lyon, c'est-à-dire de la région d'Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, les hangars en tôle, on aurait pensé qu'ils avaient été bombardés. Les 2 grandes tempêtes du 26 et 29 décembre 1999 qui traversaient la France d'ouest en est sur environ 400 km de largeur. L'été 2003, bien sûr, j'étais à Valence à ce moment-là, on est monté à presque 42 degrés, 41 et quelques. Faire fonctionner un ordinateur dans un appartement qui n'avait pas de climatisation, c'était pas évident, hein. Les inondations récurrentes du département du Gard, là il y a des choses à dire parce que, bon évidemment, on le verra dans une autre vidéo, ça touche bien
les capacités d'entretien des canaux, des digues, d'un certain nombre de choses. Durant la guerre de 14-18, alors là encore il y a beaucoup à dire, je vais abréger parce que je ne voudrais pas que cette vidéo dure quand même trop longtemps, puisque vous retrouverez tous ces éléments plus détaillés sur le site internet, donc www.laplumedutemps. La région de Nancy-Toul, début 14 à février 15, 3,5 mois de pluie quasiment incessante. La région de la célèbre bataille d'Ypres, de l'Isère, en 1917, où les Allemands utiliseront pour la première fois le sulfure d'éthyle dichloré, qu'on appelle hypérite, et qui fera au total durant la guerre à peu près 500 000 victimes dans les rangs alliés. Sans compter tous ceux qui mourront après, des poumons attaqués, etc. L'hiver 29 novembre 15, la région de Nancy, hier nous avons mangé du pain gelé, et le vin que nous avons touché aujourd'hui est complètement rempli de glaçons. Pour le couper, c'est tout un problème. Bon, je passe, par exemple, décembre 1917, janvier 1918, les péniches sur le canal de la Meuse, vers Verdun, sont gelées, elles sont immobilisées et elles servent de repos pour les troupes. À l'époque, je pense que c'était des péniches en bois, bien sûr, donc je vous donne une idée de la température qu'il devait faire dedans, malgré sans doute un peu de chauffage par des poêles à bois ou des choses comme ça. Très intéressant, le 16 juillet 18, nous sommes vers la fin de la guerre, vers le chemin des Dames, qui est la région de Soissons, Villers-Cotterêts, par là, une sorte de cyclone passe à travers un bois, sur une largeur de 50 mètres, et les plus gros arbres sont tordus comme des allumettes. Ah oui. Et vous retrouvez, alors ça c'est pas la première fois, vous retrouverez d'ailleurs sur le site internet, dans les documents, des photos de la forêt de Fontainebleau après le passage des tempêtes de décembre 99, où vous verrez alors énormément évidemment de sapins couchés, arrachés, etc. Mais vous en verrez également beaucoup totalement déplumés, il ne reste plus que le tronc, c'est tout. Alors, durant la pacification du Maroc, c'est-à-dire qu'on va en gros de 1920 1930-35, où là, les soldats trempent dans l'eau pendant des mois, et ils n'entretiennent même plus leurs fusils parce qu'ils rouillent, enfin, etc., etc. Alors, tout le pain moisi, problème de ravitaillement aussi, les ouettes débordent, enfin bon, etc., etc. On laisse un peu imaginer quand on se reporte dans un tel contexte. Et ça montre aussi que, suivant où on se trouve et suivant les époques, eh bien, le Maroc, qui est toujours dans l'imaginaire et dans la réalité aussi une région fort touristique, eh bien, c'est pas toujours le cas. Ça dépend de la période et ça dépend où on se trouve. Si on est sur les pentes de l'Atlas ou je ne sais où, c'est pas forcément idyllique. Voilà. Alors, donc, il faut se rappeler que, eh bien, il peut geler à Alger, il peut neiger, il peut, pareil au Maroc, pareil en Grèce, pareil, voilà. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que je pouvais donc vous dire en résumé pour cette vidéo, cette étude plutôt numéro 1. J'espère vous retrouver pour la vidéo, pour l'étude numéro 2, qui sera consacrée cette fois au fonctionnement de la Terre, dont dépend de notre planète, dont dépend évidemment le climat, la météo, etc. etc. Alors, eh bien, mettez tous les pouces que vous voulez, bien sûr. Si vous pouvez en mettre 10, ça serait très bien, mais avec un seul, je pense que ça devrait suffire. De vous abonner, bien sûr, les commentaires, comme je vous ai dit, je suis très réceptif aux commentaires, et bien évidemment que je ne pourrai pas répondre, parce que j'en ai déjà un certain nombre, et mes commentaires constructifs, et comme je dis aussi, de bonne aloi, les autres, c'est pas utile. Si vous voulez être annonceur, eh ben, écoutez, sur le site internet, c'est très bien, c'est fait pour ça. Parlez-en autour de vous, c'est comme ça que la chaîne peut grandir, bien sûr. Alors, je vous rappelle plutôt ce petit document que vous trouverez sur le site. Initiation au climat, l'albédo terrestre, le rôle de la forêt. Ça, je dirais, c'est primordial. L'albédo terrestre,
la réflectorisation du soleil sur le sol suivant sa nature et le rôle de la forêt, c'est bien évident que beaucoup de choses passent par là pour notre confort sur la planète. C'est un petit document, enveloppe, un peu général. Le climat du 8e siècle, alors là j'ai démarré au 12e, en fait ce document remonte au 8e siècle, correspond à cette vidéo. Et puis nous parlerons donc pour la vidéo numéro 3, oui c'est la vidéo numéro 3, le fonctionnement de la planète Terre. Entre deux, nous aurons la vidéo numéro 2 dont je ne vous ai pas parlé. Qu'est-ce que la vidéo numéro 2, qui n'a pas spécialement de document? C'est tout simplement le climat du 8e siècle à nos jours que je viens de vous présenter, mais dont je fais une analyse. Pourquoi? Parce que si j'avais fait une analyse sur cette vidéo, eh bien, elle durerait 50 minutes, 1 heure, et c'est beaucoup trop long. Donc j'ai fait une vidéo particulière, qui sera la vidéo numéro 2, consacrée à l'analyse de ce que nous venons de voir, et le fonctionnement de la Terre sera la vidéo numéro 3. Voilà, j'espère que ceci vous a intéressé, que vous saurez le faire connaître, et puis que j'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour l'analyse de ce que nous venons de voir. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.